Hier, lors d'un repas chez moi, un couple d'amis m'a offert un livre. Il suffit d'écouter la phrase que je viens de prononcer, qui est authentique. En effet, hier, un couple d'amis m'a offert un livre dans cette même pièce pour que vous visualisiez. Vous visualisiez la phrase que j'ai vue. Vous allez voir peut-être une pièce, vous allez voir un couple, vous allez me voir moi, et vous allez voir un livre. Et puis, vous aurez une représentation de ce livre, peu importe qu'il soit grand, petit, large, épais, mince. Vous allez vous représenter un livre. Vous allez voir un ensemble de pages assemblées, vous allez voir des caractères imprimés dessus, vous allez voir une couverture et vous allez voir une épaisseur, et vous savez que ces pages assemblées les unes avec les autres vont représenter une histoire. Ça, c'est l'existence générale qui désigne tout type d'objet. On va dire là, ça pourrait être un livre horizontal, vertical, petit, grand, en noir et blanc, en couleur, peu importe. On a l'idée générale du livre grâce aux termes qu'on a inventés. Ça, c'est notre monde mental qui arrive. Sinon, ça serait dispersé et puis on comprendrait pas du tout comment communiquer. Les mots, on invente les mots. Les mots sont inventés pour nous permettre de conceptualiser et ne pas se perdre. Le livre qu'on m'a offert, c'est ce livre. 1984 de George Orwell, réédité chez Grasset. Et donc, ça fait quelques mois maintenant, en fait depuis le mois de mars, que je note des expressions qui me semblent particulières dans cette crise sanitaire que nous traversons, mais crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise sociale, crise de sens également. Et donc, cette histoire vraie, qu'on m'a offert un livre hier, m'a donné l'opportunité de synthétiser à la volée comme ça, donc ça ne sera pas parfait. Et je vous demande de compléter un petit peu ma synthèse en commentaire, ça sera bienvenu. Eh bien, ça me donne l'opportunité de revenir sur ce nouveau langage, ce nouveau verbiage, et surtout cette novlangue prof au Covid. Alors, ceux qui ne connaissent pas 1984, l'œuvre de George Orwell, eh bien, je vous invite à la découvrir en lecture. Alors là, c'est une édition BD chez Grasset, mais vous avez un livre de poche. Et donc, dans ce livre-là, qui est dystopique, on va dire qu'il dépeint une réalité, beaucoup y font référence dans cette crise, que ce soit les penseurs, les philosophes, voire même les linguistes, eh bien, vous allez trouver de la matière à approfondir. Et donc, comme je disais, toutes ces composantes de la société, philosophes, psychologues, linguistes, partagent cette idée que le langage est le propre de l'homme, et c'est ce qui donne accès à la pensée. Et sans ce langage, il n'y aurait pas de pensée construite, élaborée. Nous vivons tous dans un univers fait d'impressions, de subjectivité, de sensations, d'images, et les mots déterminés, partagés, nous permettent de codifier une pensée, d'élaborer une pensée, de la partager, de la faire comprendre. Et donc, dans le cas de cette crise inédite, eh bien, de nouveaux termes sont développés, il y a des néologismes, il y a aussi des mots qui ont un sens détourné, il y a aussi des anglicismes, et on va le voir tout ça un peu pêle-mêle, pour voir en fait est-ce qu'il y a un effet, puis comment ça peut agir sur notre pensée. Si on ajoute de nouveaux mots, si on donne de nouveaux sens aux mots, forcément notre pensée va évoluer. Et donc le but, c'est de comprendre dans quel sens, évidemment. Je rappelle, on réfléchit avec des mots et non l'inverse. Souvent, on crée la pensée crée le mot, c'est l'inverse. En fait, on peut conceptualiser à partir de mots. Donc si on modifie les mots, eh bien, on va modifier la manière de penser, de réfléchir et de concevoir et d'interagir avec le réel. Par exemple, ces dernières années, beaucoup, ceux qui connaissent un peu le marketing savent de quoi je vais parler, mais il y a une grande tendance dans les administrations, dans les discours politiques, dans le management, dans le marketing, à supprimer un maximum les mots négatifs. Alors ça vient aussi, on pourrait dire, ça vient de la CNV, ça vient de la PNL, donc ça c'est des sciences du langage. Mais en gros, si on supprime des mots négatifs, il va ne rester que des mots positifs. Donc, avec des mots positifs, on va générer une pensée positive. Donc, par exemple, quelques licenciements, c'est négatif. Plan social, bon, plan social, c'est des mots plutôt positifs. C'est un peu mieux. Et donc, tout ça, c'est évidemment réfléchi. Et il y a toute une terminologie dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, dans le monde des ressources humaines et dans la politique qui vise à éradiquer, petit à petit, éradiquer, c'est un mot négatif, éradiquer le plus largement possible ces mots-là. Donc, s'il n'y a plus de mots négatifs, il n'y a plus de controverse, il n'y a plus d'opposition. Par exemple, on ne dit plus détruire. On ne dit plus détruire, on va dire réinventer, reconstruire. C'est positif une invention. Qui est-ce qui va s'opposer à une invention? Personne n'est contre les inventions.
Sauf que réinventer, il y a le préfixe ré qui est disruptif, ça reste de la destruction. Mais une invention, ça reste un terme positif. Et on va le voir. C'est pour ça que dans les langages politiques actuels, vous avez beaucoup, il faut innover, réinventer. Derrière, en fait, il n'y a ni plus ni moins que de la destruction et de faire table rase. Et puis, pareil, le progrès, projet, personne n'est contre le progrès. Personne n'est contre un projet, mais quel est le contenu de ce projet et que représente le progrès exactement? Si on peut changer le terme, certains termes, des fois on ne peut pas les changer, eh bien on va essayer de mettre des mots antagonistes pour essayer de le changer, de changer le sens. Et on a vu apparaître ces dernières années le mot de croissance négative. C'est pas bien de dire qu'on est dans un pays en récession ou en décroissance, donc on va dire on a une croissance négative. Normal, puisque nous vivons dans un monde où il faut une croissance toujours plus de rendement. On est dans une société ultra-libérale, donc il faut produire. Donc on va même jusqu'à inventer un terme complètement fou, opposé, antagoniste, croissance négative. Et vous le voyez dans le monde de l'économie, puisque récession et décroissance, ce sont évidemment des termes à proscrire. De la même façon, vous n'avez pas le ministère des Armées, mais vous avez le ministère de la Défense. Se défendre, on est en réaction. Le ministère des Armées, ça veut dire qu'on attaque. On fait la guerre, sauf que c'est pas vendeur, entre guillemets. Et là, on l'a vu, dans les dernières années aussi, le mot manifestation s'effacer de plus en plus. On est plus dans une notion de rassemblement. C'est-à-dire, contrôler un rassemblement, c'est l'équivalent de réprimer une manifestation, mais dans la tête, on construit une autre pensée. C'est plus doux, c'est plus positif. Et ça revient au fameux « et en même temps », qui est très couru depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on dit une chose, et en même temps, on va dire son contraire, ce qui fait que la pensée est perdue, et qu'on ne sait plus trop bien où situer justement sa pensée, et ça laisse dans la confusion. Bien comprendre que tout cela est conceptualisé, réfléchi, débattu, avec des agences, des linguistes, des neurologues pour activer certaines zones du cerveau, et puis des personnes qu'on appelle des spin doctors, ce sont des cabinets qui sont là pour auditer, chercher, conseiller. Je le sais aussi puisque dans une autre vie, j'ai travaillé dans la publicité de luxe aussi. Bon, j'étais du côté informatique, développement, mais je voyais bien ce qui se passait et comment les couleurs, les termes étaient choisis pour répondre à des stimuli de zones de cerveau très précises pour déclencher l'action positive, l'euphorie qui pousse à l'acte d'achat, évidemment, et la politique, c'est essentiellement de la communication et rarement de la communion. Les mots négatifs ont un sens effrayant, et donc quand on va les utiliser, ça va être un dessein, ça va être pour faire peur. Par exemple, « nous sommes en guerre », répété 6 ou 7 fois, avec un aplomb particulier. On voit bien que c'est travaillé. De la même façon que là, depuis aujourd'hui, dans la région dans laquelle j'habite, nous sommes en couvre-feu. Alors, normalement, ce sont des mots très forts, guerre, couvre-feu, c'est extrêmement violent, alors qu'il s'agit d'une crise sanitaire où 99,95% des personnes survivent. Donc, mine de rien, ça paraît pas très guerrier, mais donc c'est réfléchi. Si on choisit guerre, si on choisit couvre-feu, c'est pour induire quelque chose, évidemment, un sentiment d'insécurité. Alors, si on varie les associations de concepts, qu'on les oppose, qu'on les mélange, on va arriver à ce qu'il y a dans ce livre-là, ce qui est fameux, la fameuse association, c'est la paix, c'est la guerre, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et puis on pourrait aussi rajouter l'absence d'éthique, c'est l'éthique. Eh bien, c'est tout le contenu de ce livre-là, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un glissement. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire dans les sociétés occidentales qu'il fallait faire la guerre à des ennemis pour avoir la paix. Donc faire la guerre, c'est la paix. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vend, par exemple cette année, c'est que l'hypersurveillance et le contrôle, c'est la sécurité, et que l'obligation, la contrainte et les amendes, c'est au nom de la liberté. Donc, le contrôle, c'est la sécurité, l'obligation, c'est la liberté, alors que ce sont des antagonismes, et c'est là-dessus qu'on communique. Un terme très négatif qu'on a aussi développé beaucoup ces derniers mois, c'est le terme complotiste. Alors c'est un néologisme qui date depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années environ, qui n'était pas utilisé avant. Alors complotiste, c'est ceux qui dénoncent un complot ou qui verraient des complots. La notion de complot, le terme complot, existe depuis des siècles
des siècles et des siècles et des siècles, mais on n'entend jamais le mot comploteur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un complotiste, il faut qu'il y ait un complot éventuel. Mais en fait, si on regarde l'histoire, il y a des complots à toutes les époques, dans toutes les civilisations. C'est bourré de complots, toute l'histoire est bourrée de complots. Par contre, dans l'époque moderne, il n'y a que des complotistes, il n'y a plus de comploteurs. Donc, s'il n'y a que des complotistes et pas de comploteurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de complot. Donc, il y a une source de vérité, une source d'information. Et ça, c'est intéressant, ce mot-là de complotiste, on pourrait presque prendre une vidéo pour le détailler, mais après, peut-être qu'on le fera. Mais ce qui est important, c'est que pour 1000 fois où on entendra le mot complotiste, on n'entendra pas une fois le mot comploteur. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais entendu dans les médias, ce qui sous-entend qu'on peut fustiger facilement quelqu'un, et que ça ne peut pas être une réalité, puisque si un mot existe sans son opposé, ben, ce mot n'existe pas. Il y a toujours une opposition. Donc s'il y a un complotiste, il y aura forcément un comploteur. Mais il n'y a pas de comploteur. C'est un mot négatif, très agressif, c'est une attaque, qui est souvent utilisée pour couper le débat ou en dernier recours. C'est-à-dire si on n'a plus d'arguments, bah, clac, on sort complotiste. Et voilà, le tour est joué, je dirais, le débat est clos, le mot étiquette est posé, et puis c'est fini. Alors, on a utilisé un nouveau mot, on a inventé un nouveau mot, je ne sais pas, hein, donc je dis on, parce que nous vivons dans la même société de langage, c'est le mot rassuriste, qui est apparu cette année. C'est plus doux que complotiste, mais s'il y a des rassuristes, il devrait y avoir des alarmistes. Or, il n'y a jamais d'alarmistes. Mais ce sont deux mots utilisés, deux mots étiquettes qui sont utilisés, hop, on les colle sur la personne qu'on a en face de nous et on court-circuite le débat. Alors il y a plein de rassuristes, mais il n'y a jamais d'alarmistes. Par exemple, je dis, s'il n'y a pas de deuxième confinement, il y aura 400 000 morts. Je sors ce chiffre de mon chapeau, mais je ne suis pas alarmiste, par exemple. Ou on nous a dit, s'il n'y a pas de premier confinement, c'est 500 000 morts minimum assurés en France. Il n'y a pas eu, mais cette personne n'a pas été qualifiée d'alarmiste. On a dit, oh ben, on ne savait pas où on allait, donc les statistiques, c'est variable. Mais il aurait pu dire, on va avoir 10 000 morts seulement, et il aurait peut-être été rassuriste, mais il a été ni rassuriste, ni alarmiste. Et donc, vous n'avez en fait que des alarmistes, que des complotistes, mais pas d'alarmistes, ni de comploteurs. Le Premier ministre aussi a induit une notion d'anté-confinement. C'est-à-dire confinement, c'est un mot, alors là, pareil, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un mot qui existe très peu, en fait, dans la science, et en épidémiologie, quasiment pas. Et là, on l'a étendu à grande échelle et mondialement, et derrière, on a amené la notion d'anté-confinement. Alors, c'est ainsi que des mots qui pouvaient exister ont été redéfinis, on a redonné un sens, réinventé, donc détruit, pour coller à une nouvelle réalité. Tous ces néologismes qui se créent spontanément ont un intérêt social très important, et c'est celui qui va viser à anéantir une pensée préalable. Par exemple, on a inventé, alors je dis voilà, on a inventé le terme confinement préventif, deuxième vague, distanciation sociale. Donc c'est trois termes qui n'existaient pas avant. Alors, on va dire déjà confinement, c'était peu utilisé, mais là préventif, c'est-à-dire qu'il n'était même pas prouvé scientifiquement que le confinement agissait, qu'on était déjà dans la prévention. Deuxième vague, vague en épidémiologie et en virologie, ça n'existe pas, la notion de vague, ce n'est pas entendu du tout comme ça, et distanciation sociale, encore moins. Et donc vous allez après avoir des termes qu'on a rabattus beaucoup, isolement, geste barrière, attestation de déplacement, qui n'existait pas, bulle de contact, patient zéro, bon, même si là sur les dernières ça existait, mais là ça a été vraiment une nouvelle vague, vraiment tournée sur l'individu. Alors il y a beaucoup de détournements de sens, et actuellement, comme je disais, nous sommes en couvre-feu, donc un terme qui est utilisé uniquement en cas de guerre, donc c'est quelque chose qui est plutôt important, on entend ça plutôt en Algérie, en Syrie, on dit voilà, il y a couvre-feu à telle heure, et là nous arrivons en France pour n'importe qui, hein, qu'une personne soit agressive ou non, malade ou pas, et ça fait référence au premier discours du mois de mars, nous sommes en guerre, qui a été répété 7 fois. Et c'est évidemment à mettre en perspective, toujours avec le fait d'avoir des mots positifs, on cherche des mots positifs systématiquement dans des discours, et là on arrive avec des mots qui font très peur et très agressifs. Donc c'est évidemment d'avoir un but précis, celui de déclencher la peur, si ce n'est la terreur, lorsqu'on le répète et qu'on le martèle. Puisque évidemment il y aurait, on pourrait dire, confinement nocturne, ce serait plus doux. Mais on choisit le terme de couvre-feu. Dans cette recherche de déviation de science, d'orientation du science, il y aura aussi le mot, comme je l'avais dit, de distanciation sociale. On a choisi le terme de distanciation sociale plutôt que distanciation sanitaire ou distanciation physique. Évidemment, ce n'est pas anodin, les mots ont un sens fort, et psychologiquement et inconsciemment, ils vont générer une pensée qui est tout autre.
est forcé à un formatage, à une acceptation autre de la réalité, jusqu'à l'incohérence et l'illogisme le plus total. Pour moi, l'illogisme le plus fou, c'est le terme de malade asymptomatique. C'est-à-dire qu'on tente de faire penser à une population que des personnes en pleine santé sont malades, voire dangereuses pour les autres. Et ça, c'est un tour de force linguistique assez incroyable, puisque malade et sans symptômes sont opposés, ils sont antagonistes. On ne peut pas les faire, c'est noir et blanc. Voilà, ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas se mêler. Eh bien si, malade asymptomatique. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire, c'est un malade qui s'ignore. On ne parle même plus de personnes en santé positive, éventuellement, ou qui possèdent un résidu viral. Non, on n'est pas là-dedans. On est sur malade asymptomatique. Donc la personne n'est même plus considérée comme saine, et c'est ce qui se passe. C'est que tout le monde est un malade ou un vecteur potentiel. Donc c'est la peur encore qui domine, et l'individu n'existe plus. Il est catégorisé. De la même façon qu'il y a des associations folles, il y a eu circulation active du virus, comme s'il existait une circulation inactive, ce qui est impossible évidemment. Pourquoi rajouter active? C'est-à-dire ça donne encore plus d'emphase, d'agressivité. Alors c'est Orwell, dans son livre, il a inventé une novlangue. C'est pas une langue, c'est une anti-langue, sinon il aurait appelé ça New Lang ou New Language. Or c'est novlangue. C'est vraiment de dire, c'est une destruction de la pensée. Et là, avec des termes comme ça, on détruit toute forme de pensée. Malade asymptomatique, c'est simplement un mot qui relève de la folie. Il n'y a rien d'autre. Et donc, dans tout ce verbiage-là, où se retrouve l'individu? C'est-à-dire qu'on dit, vous êtes malade asymptomatique. Je suis malade ou je suis en bonne santé? Je suis quoi? Moi, je me sens parfaitement bien. Oui, mais vous êtes malade asymptomatique. Eh bien, à la moulinette, on peut être malade asymptomatique, porteur asymptomatique, cas possible, cas probable, cas confirmé, cas contact à risque négligeable, cas asymptomatique. Ça, c'est tous les termes que j'avais relevés. Donc, on doit se définir là-dedans. Dire, ouais, je suis cas contact à risque, cas contact possible, je suis quoi là-dedans? Eh bien, on va se faire tester et on ne sait pas trop. Et donc, on erre comme ça, de terme en terme, de néologisme en néologisme, et on essaie de se définir, mais on ne sait pas qui on est. Pour nous, je suis en pleine santé. Ah oui, mais vous êtes malade, mais sans symptômes. Donc je ne suis pas malade, si, mais asymptomatique. Et là, c'est toute la définition de l'individu qui est à refaire. Alors il y a aussi des anglicismes qui sont à Paris, contact tracing, sourcing, distancing, le fameux cluster, alors qu'on aurait pu dire foyer, mais cluster, ça fait encore autre chose. Et puis on a même eu droit au fameux clapping du premier confinement, c'est-à-dire les applaudissements aux fenêtres à 20h pour les soignants. Alors là, on disait que l'individu est un peu perdu, et bien c'est le cas aussi du personnel soignant, et pas que depuis cette crise, puisque là, tantôt, le personnel soignant doit prouver, valider, agréer, tester, bien sûr, donner de la sécurité, protocoliser, définir des traitements stabilisés, avoir des taux d'incidence, et donc c'est du chiffre, de la statistique, et en fait, quand on regarde, il n'y a pas d'humain dedans. Et le personnel soignant devient de moins en moins un savoir humain lorsque ces tâches sont dévouées à la traçabilité, au protocole et au process. Ce sont des tâches qui relèvent de la compétence et de la certification, et ce sont des termes absolument opposés au savoir-faire et au savoir... Enfin, non, ce sont justement des termes de savoir-faire et plus de savoir-être, liés à un comportement. C'est-à-dire on est dans un protocole, dans une tâche, on n'est pas dans une extériorisation, on est dans le faire et pas dans l'être. C'est quelque chose qui est vertical, on va dire qui est hiérarchique, qu'on intègre comme un processus et qui obéit, il y a une hiérarchie, à une norme. Et donc on est plus dans la qualité que dans le travail, et enfin dans la qualité d'accomplissement, pas dans la qualité de bien faire, au contraire. Et donc on n'est plus une relation d'aide lorsqu'on est soignant, mais on est agent opérant, avec un protocole qui change très souvent, très rapidement, où on n'a plus le temps de se remettre en question. Moi, j'en parle avec beaucoup de soignants. Et puis, on accomplit des tâches où on ne met plus de subjectivité. Alors que le cœur du métier de soignant, de l'infirmier jusqu'au plus grand chirurgien, eh bien, c'est d'avoir aussi son apprentissage, bien sûr, en école, l'apprentissage et la transmission de ses pairs, le travail de réflexion collégiale, et puis aussi la subjectivité liée à l'expérience, voire même au ressenti. Et là, on est dans quelque chose de très protocolaire. Alors,
Je rappelle qu'une langue, c'est une invention avant d'être une convention, et nous sommes en train actuellement d'en élaborer une autre de langue, et avec elle de nouveaux concepts et surtout de nouvelles habitudes de vie. Et bien évidemment, s'il y a un an, on nous avait dit tout ce qu'on a traversé, personne ne nous aurait cru. Nous avons écrit une autre histoire sociale partagée, mondialement même, et nous avons communiqué, pas communié, mais communiqué avec de nouveaux termes ou des termes dont le sens a été changé, voire inversé. Et bien tout ça, ça a modifié notre perception du monde, notre façon de penser, donc notre façon de tenter d'interagir avec ce monde-là, avec ce réel partagé, tout en sachant qu'on est dans la peur, dans la psychose, dans la panique, rarement dans l'équilibre, rarement dans l'instant présent, rarement dans la lucidité. Donc ça fait un fatras incroyable, et il y a des grands mots qui sortent avec des communications très émotionnelles et qu'on va s'accaparer pour communiquer. Et donc, à partir d'eux, on va penser une autre réalité qui ne sera peut-être pas absolument objective. Cet environnement que nous sommes en train de façonner, eh bien, il est moins social que technique, moins humain que mécanique, et moins froid que, eh bien, on va dire, que empathique. Et donc, il y a une question qui doit émerger dans tout ce que j'ai cité comme exemple, que tout ce que j'ai narré comme anecdote, et j'en ai oublié plein. Et je vous demande vraiment de partager, vous, en commentaire, ce que vous avez pu relever, parce que je prenais des notes au fur et à mesure que j'entendais, comme ça, des choses. Au milieu de tout cela, au milieu de tout ce que je viens de dire, très technique, très double sens, peu imagé, en fait, mais par contre très abstrait, où est la place fondamentale de l'humain dans tout cela ?